Jacques Aristide à Washington, ravi de vous retrouver dans Le Monde aujourd'hui en ce vendredi 21 juin. Les titres que nous allons développer ce soir. Et c'est parti pour la grande fête footballistique sur le continent africain. Coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations en Égypte. Le calendrier, les favoris, les outsiders. Tout ce qu'il faut savoir sur cette CAN 2019 qui s'annonce inédite. En Mauritanie, le pouvoir se dit convaincu de la victoire de son candidat à la présidentielle, mais l'opposition croit à l'alternance et met en garde contre toute tentative de fraude. Rendez-vous électoral au Togo également. Après plus de 30 ans d'attente, le pays va tenir ses premières élections locales, une échéance qui provoque l'engouement de nombreux jeunes. Le football africain est donc d'ores et déjà en fête au pays des pharaons. La cérémonie d'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations a eu lieu au Caire, la capitale égyptienne. Qui de mieux que notre Monsieur Sport pour tout nous dire sur la CAN 2019, Yacouba Ouedraogo, bien évidemment. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir Jacques et merci. Le relais est à vous, Yacouba. Merci beaucoup. Alors, et donc, bonsoir à vous, chers amis sportifs. Ça y est, nous y sommes, on va dire enfin. Cette 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations commence ce soir donc pour s'étendre jusqu'au 19 juillet, jour de la finale. Vous le savez, c'est une première CAN à 24 équipes. Beaucoup de défis à relever, l'organisation, la sécurité et j'en passe. Direction tout de suite la capitale égyptienne pour retrouver Seydina Abagué au téléphone, notre correspondant à Dakar, qui est présentement au stade international du Caire pour la cérémonie d'ouverture et le premier match Égypte-Zimbabwe. Seydina, bonsoir. Bonsoir Yacouba. Et donc on vous entend à peine, on va faire l'effort de vous écouter. Bonsoir Yacouba. Oui, bonsoir Seydina. Alors la cérémonie d'ouverture est terminée, place au match dans très peu de temps. Effectivement, Yacouba, le match va commencer dans exactement 28 minutes. Et en ce moment même, les Égyptiens sont à l'échauffement, raison pour laquelle certainement vous ne m'entendez pas bien, parce que l'ambiance est indescriptible ici au stade international du Caire. Alors dites-nous, qu'est-ce qui s'est passé brièvement lors de la cérémonie d'ouverture? Yacouba, la cérémonie d'ouverture a été une visite guidée de l'histoire de l'Égypte et de l'Afrique. Ça a été une cérémonie riche en couleurs et en chants traditionnels, en danse également. Elle a été lancée par le chef de l'État égyptien en compagnie des personnalités de l'Union africaine et ça a été une cérémonie, comme je l'ai dit tantôt, riche en couleurs, mais une cérémonie très courte puisqu'elle n'a duré que 28 minutes. Après ces 28 minutes-là, le terrain a été libéré et les joueurs en ce moment ont commencé l'échauffement. Juste pour retenir qu'à la fin de la cérémonie, une coupe, une réplique géante, je dirais, de la Coupe d'Afrique des Nations a été révélée au milieu du terrain, ce qui a provoqué l'hystérie totale dans le stade où les Égyptiens présents ne voient qu'une chose, leur équipe est sacrée au soir du 19 juillet. Merci bien Seydina Abagué depuis le stade international du Caire en Égypte. Donc, où va se donner tout à l'heure le coup d'envoi de la 32e édition de la CAN. Le premier match, c'est Zimbabwe-Égypte. Quel vénard, ce Seydina Abagué, Yacouba. Alors Yacouba, avant cette CAN 2019, il y a eu beaucoup de tergiversations, beaucoup de bruit. Oui, Jacques, si on parle aujourd'hui de coup d'envoi, ce n'était pas du tout évident auparavant. Au départ, c'était le Cameroun qui devait accueillir la compétition. Finalement, c'est l'Égypte. Il y a eu ce passage de 16 à 24 équipes pour la première fois de l'histoire de ce tournoi-là. L'euphorie et les déceptions des éliminatoires, les scandales de corruption et de l'AVA. Bref, beaucoup de renversements de situation en très peu de temps. Suivez. Et donc, ce n'était pas ce qui était attendu, c'était plutôt bien sûr le calendrier des matchs du week-end. Mais n'empêche, nous allons tout de suite, on le disait tantôt, le match d'ouverture va opposer l'Égypte au Zimbabwe. Les sélectionneurs des deux équipes, Javier Aguirre côté égyptien et le Zimbabwéen Sandeo Chidzawamba, ont donné une conférence de presse d'avant-match hier. On les écoute.
Je pense que nous avons des joueurs très expérimentés dans notre équipe. En ce qui concerne l'atmosphère, je pense que nous avons joué dans une atmosphère similaire en RDC et au Congo. Ils sont très habitués à ce genre d'ambiance et j'espère juste qu'ils joueront leur football normal et produiront de bons ou des résultats raisonnables pour la nation. Ce sera un jeu avec beaucoup de pression, mais au-delà de la pression, c'est l'occasion de montrer au monde que l'Égypte peut bien jouer et gagner. Je pense que le Zimbabwe est une équipe qui mérite sa place dans la Coupe d'Afrique des Nations et dans tous les cas, nous devons suivre son classement. En tout cas, nous avons 23 joueurs. Mohamed Salah est l'un des 23. Il agit et fait les mêmes efforts que les autres. Alors Jacques, on le sait, Maurice n'est pas qualifié, tout comme le Burkina Faso. Si vous aviez une équipe à supporter, ce serait laquelle? Oui, quel dommage pour le pays, Yacouba. Alors, puis-je attendre la finale pour vous dire quel pays que... Non, pas la finale, maintenant. Il y a déjà l'Égypte qui va affronter le Zimbabwe. Oui. Et donc le Zimbabwe qui revient quand même à la CAN et qui était là l'année dernière. Je préfère attendre. Il y a 2 ans de cela. L'Égypte qui est très attendue parce que non seulement elle organise bien sûr cette compétition-là à domicile, mais aussi l'Égypte qui est très attendue parce qu'elle compte dans son effectif un joueur qu'on appelle Mohamed Salah, lui a présenté, vainqueur récemment de la Ligue des Champions avec son club Liverpool. L'Égypte qui totalise 22 participations à une phase finale du CAN, c'est un record. Et l'Égypte aussi qui totalise 7 trophées de remportés dans cette compétition-là et qui évolue à domicile et qui voudra sans doute accrocher bien sûr une 8e couronne pour tout simplement dire merci à son peuple, mais aussi pour faire détendre un peu l'atmosphère tendue, surtout sur le plan politique. J'aurais aimé revenir sur toutes les tergiversations qu'il y a eu justement avant que cette CAN finalement se tienne en Égypte. Rappelez-nous un petit peu tout ce qui s'était passé, Yacouba. Alors Jacques, vous le savez, au départ c'était une CAN à 16 équipes attribuées au Cameroun. Ensuite, lorsque Ahmad, le Malgache, a été élu président de la CAF, il a demandé à ce que la CAN passe de 16 à 24 équipes, ça a été fait. Et il fallait bien sûr relever le défi de l'organisation, ce que le Cameroun n'a pas pu. Ensuite, l'accueil du tournoi a été attribué au pays des pharaons. Et l'Égypte avait juste 6 mois, de janvier à juin, pour mettre en place bien sûr les stades et toutes les infrastructures nécessaires. Elle a réussi, pour le moment en tout cas, et en attendant de voir ce que ça va donner à la fin. Absolument. Qu'est-ce qu'il faut attendre de vous, Yacouba, pendant toute cette CAN? Écoutez, pendant toute cette CAN, je serai assis ici. C'est déjà l'information. Et donc, voilà, nous allons parler des matchs, des avant-matchs. On va faire un récapitulatif de tout ce que les gens vont rater le week-end à venir. Et lundi, on va vous faire un compil, bien sûr, des buts durant le match d'aujourd'hui et les 6 matchs de demain et de dimanche. Absolument. Et peut-être là, on peut revenir sur le reportage que vous vouliez nous proposer tout à l'heure. Alors, si vous permettez, bien sûr, Jacques. Et donc, je le disais, si on parle aujourd'hui de coup d'envoi de cette compétition, ce n'était pas du tout de données dès le départ. Justement, au départ, c'était le Cameroun qui devait accueillir la compétition. Finalement, c'est l'Égypte. Il y a eu ce passage de 16 à 24 équipes pour la première fois de l'histoire de ce tournoi. Il y a eu de l'euphorie et des déceptions pendant les éliminatoires, les scandales de corruption et de la vague qui ont miné la CAF. Et beaucoup de renversements et de situations, on va dire, depuis que cette CAN est passée à 24 équipes. Peut-être qu'on va suivre le reportage, Yacouba. Allons-y. C'est une première CAN à 24 équipes, une première en été, une première aussi pour des pays comme le Burundi, la Mauritanie et Madagascar qui vont goûter aux délices, mais aussi aux supplices de la fête du football africain. Les équipes que l'on voit mal a priori sortir de leur poule où elles côtoient des nations annoncées favorites à l'image de la Côte d'Ivoire de Nicolas Pepe, Serge Aurier, Wilfried Bony et autres. Dans ce lot de favoris, l'on range bien évidemment le Maroc d'Hervé Renard, le coach français qui a enlevé 2 fois le sacre final, mais qui dispose surtout de la plus belle formation marocaine de l'avis des observateurs. Les tenants du titre camerounais ne sont pas en reste, eux qui ont replongé dans leurs familiers problèmes de réclamation de primes avant la compétition. Eux aussi sont des lions, premiers en Afrique selon le classement FIFA et incontestablement favoris. Emmené par sa star Sadio Mané, le Sénégal voudra décrocher son premier titre dans cette compétition et se donnera les moyens pour. Il faudra alors être costaud face à des formations comme celle du pays hôte. Les pharaons de Mohamed Salah, coéquipiers de Mané à Liverpool, sont assez clairs sur leur objectif, décrocher une 8e couronne record et faire oublier un contexte national tendu.
Dans ce jeu de favoris ou pas s'insèrent les outsiders, la RDC, l'Algérie, la Tunisie, le Mali, le Ghana, le Nigeria et autres dont on parle peu et qui pourraient en profiter pour atteindre le sommet sans qu'on ne les ait vus venir. Et si aujourd'hui l'on évoque tous ces statuts, c'est parce que la compétition aura finalement lieu. Tous les feux sont au vert pour que ce soit une réussite totale, a assuré hier le président de la CAF, Ahmad Ahmad, interpellé début juin à Paris pour des soupçons de corruption. Un épisode qui a écorné l'image de l'institution déjà ternie par le scandale de la finale retour en Ligue des Champions. Heureusement que le rectangle vert finit toujours par avoir le dernier mot pour que le jeu reprenne enfin ses droits. Voilà donc, Jacques, pour la page sport d'aujourd'hui. On va suivre tout cela et puis on se retrouve lundi. Absolument. Je vous ai dit, Yacouba, vous allez avoir du pain sur la planche. Vous revenez lundi avec votre journal de la CAN. Merci bien, Yacouba. Merci à vous. À très bientôt. Tout à fait autre chose maintenant, cap sur la Mauritanie où les électeurs sont appelés aux urnes demain samedi pour élire leur président. Dans ce pays de 4,5 millions d'habitants, la campagne s'est achevée hier soir. Mohamed Ould Abdelaziz, arrivé au pouvoir par un coup d'État en 2008, est interdit de troisième mandat par la Constitution. Le chef de l'État sortant se dit toutefois convaincu que son dauphin sera élu dès le premier tour, mais les 5 adversaires du candidat du pouvoir estime que la majorité des Mauritaniens a envie de tourner la page. Et il ne manque pas non plus de dénoncer des risques de fraude. De Nouakchott, le reportage de Echa Sarai. 5 candidats espèrent récolter plus de votes que le candidat de parti au pouvoir, l'ancien ministre de la Défense, Mohamed Ould Ghazouani. Le principal candidat de l'opposition, Sid Mohamed Ould Boubacar, affirme que les changements dont le pays a besoin ne se réaliseront pas si Ghazouani est élu. Pour moi, il doit y avoir une véritable alternance. Parce que la situation actuelle de mon pays est une situation catastrophique. La situation économique est très grave, la situation sociale aussi. Les électeurs, surtout les jeunes, sont mobilisés pour ces élections, d'autant qu'ils les perçoivent comme très ouvertes. Mais beaucoup d'entre eux sont préoccupés par la question de la transparence du scrutin. Et ils craignent que la commission électorale ne favorise le parti au pouvoir. Quand vous avez un candidat qui lutte, qui veut être rival en compétition avec un candidat du pouvoir, notamment avant c'était Ould Abdelaziz par 2 fois, ou bien actuellement Ould Ghazouani, il y a tous les moyens de l'État. D'abord l'argent. Donc tout ce monde-là, ce qu'on appelle l'administration publique ou l'administration d'État, est carrément au service du candidat que présente le pouvoir. L'éducation, le chômage et les divisions sociales sont parmi les questions les plus pressantes pour les électeurs mauritaniens. Il faut savoir avoir les bases sur lesquelles on les choisit, que ce ne soit pas juste par des bases ethniques ou communautaires, mais aussi des bases de quelqu'un qui pourra diriger notre pays et qui pourra résoudre les problèmes auxquels nous sommes confrontés en tant que jeunes et étudiants dont nous sommes conscients aujourd'hui. Je pense que ce qui est plus important pour les jeunes, c'est l'emploi. C'est l'emploi et l'éducation. Les Mauritaniens sont-ils assez motivés pour tourner le dos au parti de l'actuel président? La réponse viendra des urnes au terme de la journée de vote ce samedi. Isha Sarai, VOA Afrique, Nouakchott. Ailleurs dans l'actualité, en Algérie, 18e vendredi de manifestation malgré les avertissements du chef d'état-major de l'armée, le général Ahmed Gaïd Salah a prévenu que seules les couleurs nationales seraient désormais autorisées dans les cortèges. Il est l'homme fort du pays depuis le départ contraint du président Abdelaziz Bouteflika en avril dernier. Des dizaines d'arrestations matinales n'ont pas empêché une foule de se rassembler en début d'après-midi à Alger, la capitale, et à côté des drapeaux algériens, une centaine de drapeaux berbères étaient visibles. Vous regardez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington.
Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Mille merci pour votre fidélité. Maintenant, un coup d'œil sur la seconde partie de votre journal. Après la conclusion d'un accord sur l'immigration entre les États-Unis et le Mexique, le président mexicain propose de rencontrer son homologue américain en septembre. Gros plan sur les bienfaits de la discipline dite positive. Reportage à l'Académie sportive de Philadelphia Union dans l'État américain de Pennsylvanie. Et la fête de la musique a lieu à travers le monde ce vendredi 21 juin. Nous irons en Côte d'Ivoire pour voir comment la communauté Abidji célèbre le festival annuel de Le président mexicain Andrés Manuel López Obrador a proposé ce vendredi de rencontrer pour la première fois son homologue américain Donald Trump en septembre prochain pour dresser un bilan de l'accord conclu par les deux pays sur l'immigration illégale. Washington accuse Mexico de laxisme dans la gestion de l'afflux de clandestins que traverse le Mexique vers la frontière américaine. Rendons-nous justement dans une des villes frontalières côté américain pour retrouver Arzuma Compaoré. Il est en reportage à San Antonio, dans l'État du Texas. Bonsoir Arzuma. Bonsoir Jacques. Que pouvez-vous nous dire ce soir ? Alors Jacques, aujourd'hui, la quasi-totalité des immigrants qui étaient arrivés dans la ville de San Antonio il y a quelques semaines a complètement quitté la ville. Nous nous sommes rendus personnellement à Del Rio, donc à la frontière avec le Mexique. Derrière moi, vous allez le voir sur les images peut-être, il y a le pont qui relie justement la ville de Del Rio à la ville de Chapauta. Et entre ces deux villes, il y a la rivière Rio de Grande. Et cette rivière, c'est celle-là qui est devenue, depuis un certain temps, l'alternative que les immigrants utilisent pour pouvoir traverser la frontière et rejoindre les États-Unis, parce que des listes d'attente, selon eux en tout cas, leur feraient perdre beaucoup plus de temps, en tout cas, attendre beaucoup plus longtemps. Certains parlent d'1 mois ou 1 mois et demi. Alors nous avons pu rencontrer le chef de l'agence de patrouille de Del Rio. Écoutons un peu ce qu'il a à dire à ce sujet. Notre expérience, c'est que vous voyez du trafic à la fois au point d'entrée et entre les points d'entrée. Vraiment, c'est la première fois que vous voyez ces grands groupes de personnes traverser en même temps. Donc c'est un peu une anomalie pour nous. Nous ne sommes pas habitués à voir des groupes de 100. Je pense que jusqu'à présent, nous avons vu 182 larges groupes différents traversant la frontière sud-ouest. Mais cela a diminué au cours des 2 dernières semaines et nous espérons que cette tendance va continuer. Voilà Jacques, donc selon l'agence de patrouille ici à la frontière, il y aurait encore à peu près 140 immigrants qui attendent dans les centres d'accueil du côté du Mexique de pouvoir procéder à l'immigration pour pouvoir commencer leur processus de demande d'asile ici aux États-Unis. Arzuma Compaoré, je vous remercie, vous êtes notre envoyé là-bas. Merci bien Arzuma. Et cette question maintenant, nos établissements scolaires ont-ils des règles disciplinaires trop strictes ? Eh bien, l'Académie sportive de Philadelphia Union, dans l'État de Pennsylvanie, a adopté une méthode pédagogique un peu particulière en levant les restrictions afin de permettre aux élèves d'être plus à l'aise. Et les résultats sont assez impressionnants. Regardez ce reportage tourné dans les salles de classe de l'établissement par Thierry Kaoré. Dans cette classe d'une dizaine d'élèves, en plein cours, on peut écouter sa musique, manger tranquillement ses chips ou encore savourer son jus d'orange sous le nez du professeur. Ici, pas d'interdiction ou presque. Les élèves apprennent dans une atmosphère complètement détendue.
Plusieurs matières sont pourtant inscrites dans le programme de l'établissement que dirige le docteur Noah Ahmed Lee depuis sa création il y a de cela 6 ans. La majorité de nos élèves doivent apprendre l'anglais, l'histoire, les mathématiques et les sciences. Cela fait d'eux des personnes bien équilibrées et les cours leur permettent d'aller également à l'université. Dans cette autre salle, la musique est encore au rendez-vous pour ces élèves qui font leurs exercices de physique. Cette liberté n'a-t-elle pas un impact négatif sur les résultats scolaires ? Eh bien non, car cette année encore, une trentaine d'entre eux ont réussi leurs examens et sont admis dans plusieurs universités du pays. J'ai l'impression d'être entouré de mes frères. C'est une fraternité et une famille, tous ensemble. Une méthode qui a séduit ce professeur de sociologie originaire du Ghana. Je veux pouvoir repartir en Afrique, dans les pays en voie de développement, et donner aux gens, aux enfants ainsi qu'aux familles qui n'en ont pas, qui ne pensent même pas avoir quelque chose comme ça, afin de m'assurer qu'ils peuvent en faire de même avec les enfants africains. Les règlements intérieurs dans les établissements scolaires font l'objet de débats récurrents ici aux États-Unis. En 2018, dans l'État de Tennessee, une enseignante avait été licenciée car ses élèves n'avaient droit qu'à 2 pauses par mois pendant les heures de cours. Et selon la psychologue Jeanne Nelson de l'Université de San Francisco, auteur du livre « La discipline positive », nos élèves devraient se sentir bien pour mieux apprendre. À Mogadiscio, la capitale somalienne, il s'est ouvert un marché aux gros poissons dont le poids varie entre 5 et plus de 100 kilos. Pêcheurs, poissonniers et écailleurs ont trouvé du métier dans ce pays à peine sorti de plusieurs années de guerre civile et de conflits. Reportage à Mogadiscio sur la côte indienne avec l'agence Juka Africa. Mogadiscio, la capitale de la Somalie, a plus de 3 km de côtes les plus longues de l'Afrique continentale. Tôt le matin, ces centaines d'embarcations vont et ramènent sur les places du Roubo une spécialité de la place, les gros poissons de Mogadiscio. Sortis des eaux territoriales, ces gros poissons sont transportés par des jeunes Somaliens et vendus sur le marché aux poissons de Amarwenye, le plus grand de la capitale somalienne. Ici, poissonniers et écailleurs les découpent, les salent, les conservent ou les envoient au fumoir. Aujourd'hui, les prix ont baissé et l'affluence grandit. Les pêcheurs ont acheté de nouveaux moteurs puissants pour les bateaux et produisent beaucoup. Avant, nous vendions 1 kg de poisson pour $7, maintenant c'est 2. Cette consommation des gros poissons dont certains Somaliens ont commencé à dépendre est due à la sécheresse récurrente qui a ralenti le niveau de la production de la viande de bétail dans le pays. Avec la chute de la production animale, l'augmentation de la production des gros poissons ainsi que la baisse de son prix, les résidents locaux trouvent de l'intérêt dans la viande de poisson. Tout le monde court après ses intérêts. Le prix de la viande de poisson est maintenant bas, tandis que le prix de la viande de chameau a augmenté récemment, suivi de celui de la chèvre. Le poisson est bon marché, donc on l'achète. Malgré cette pêche florissante, les spécialistes s'inquiètent des problèmes de pollution de la mer. Les bouteilles en plastique, des sacs et des ordures jetés le long des plages pourraient avoir des graves conséquences sanitaires sur les animaux marins et l'hygiène. Les déchets plastiques affectent durement les eaux et la pêche. Au plus haut niveau, les déchets générés partout sur les plages souillent la pêche des poissons. J'en appelle donc au gouvernement somalien à résoudre ce problème de pollution. Les Nations Unies ont averti de la sécheresse et de la crise du bétail qui risque de provoquer une grave crise humanitaire. Le poisson est devenu une heureuse alternative pourvu que sa pêche se fasse dans les conditions optimales. Ce vendredi 21 juin, c'est la fête de la musique dans les rues de nombreuses villes à travers la planète. Les artistes et groupes chantent et les spectateurs bougent au rythme. Justement, c'est ce que fait la communauté Abidji en Côte d'Ivoire. Chaque année, elle célèbre le festival d'Ipri où les adeptes dansent au son des tambours. Et ça donne à des rituels qui, d'après leurs croyances, sont guidés par des esprits bienveillants. Au cours de cette célébration, ils préparent également des décoctions d'œufs crus et des herbes qui, disent-ils, leur permettent de se soigner. Les membres de cette communauté disent que le festival les aide à résoudre les conflits entre les générations, à se purifier et à éloigner les mauvais esprits. Dili Diko raconte.
C'est l'heure de la fête dans le village de Badasso, dans le sud de la Côte d'Ivoire, où la communauté Abidji célèbre l'un des événements les plus importants de son calendrier, le festival d'Ipri. Vêtus de blanc, les participants chantent et dansent dans les rues, alertant ainsi les autres résidents que le festival a commencé. Quand nous sortons de la rivière sacrée, il faut se maniser, il faut passer dans les villages et puis dans les rues pour dire que demain les gens sont en train de s'apprêter et que le jour est arrivé pour que les Abidji font leur fête traditionnelle. Parmi les rituels pratiqués pendant le festival figure la cérémonie de purification qui est faite à l'aide d'une préparation spéciale à base d'œufs crus. Le grand prêtre crache l'œuf cérémonial et l'utilise pour faire la décoction dont il est seul à connaître la recette. Un homme ne peut pas, mais je l'ai fait. C'est une puissance que le Seigneur, tout puissant Dieu, m'a donnée. Les initiés croient que la pratique de ces rituels les protégera d'événements malheureux et leur apportera chance et succès. Le festival attire également de nombreux jeunes de la diaspora qui disent que cet événement représente une partie importante de leur culture qui doit être célébrée et protégée. Le Dipri, c'est une culture, c'est une culture que les gars même négligent. Certes, les gars nous parlent de Dieu. Dieu c'est qui? Il y a le Dieu terrestre, il y a le Dieu de la lune, il y a le Dieu du soleil, tout, plein de dieux. Même si leur pratique relève du mystique, pour la communauté Abidji, une chose est sûre, c'est l'importance de préserver leurs coutumes. Toujours à propos de la fête de la musique, vous le savez, Kinshasa est considérée comme la capitale de la rumba, un style de musique traditionnel, mais maintenant considéré comme dépassé par de nombreux jeunes. En fait, les jeunes des quartiers défavorisés de la République démocratique du Congo se tournent plutôt vers la scène musicale urbaine en plein essor. Les artistes de rap et de hip-hop sont en train de devenir les nouveaux leaders culturels de ce pays secoué par une crise politique. Un avant-goût en images et en son. Et voilà, point final à ce journal. Merci d'avoir été des nôtres ce soir et toute cette semaine. Rendez-vous lundi, même heure, même endroit. Merci à toute l'équipe qui se joint à moi pour vous souhaiter une très belle soirée et un très bon week-end. À bientôt. Merci.